Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très ému de vous voir tous rassemblés dans cette salle pour un événement tout à fait atypique puisqu'il s'agit d'un concours d'éloquence en langue française. L'Amicale des étudiants francophones est heureuse d'avoir pu concrétiser ce projet en collaboration avec l'Association des étudiants en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Genève et l'Association étudiante de l'Académie. Nous espérons fortement que cette tradition s'instaurera dans la durée. Je dois vous avouer que ce concours a pris des mois d'organisation et que je crains avoir passé plus de temps dessus que sur mon mémoire. Mais en vous voyant aussi nombreux dans cette salle, je me dis que ça valait bien l'investissement en termes de temps et d'énergie. Avant de passer la parole au professeur Éric Villers qui nous présentera les 7 finalistes, j'aimerais d'abord adresser nos sincères remerciements à l'ensemble des personnes qui nous ont permis d'organiser ce concours. Je remercie tout d'abord nos partenaires financiers, à savoir l'Organisation internationale de la francophonie, Novae et la délégation à la langue française. Et je me tourne tout particulièrement vers M. Antoine Barbry, qui est conseiller pour les affaires économiques et de développement à la délégation permanente de l'OIF auprès des Nations Unies à Genève, qui est ici présent ce soir et qui prendra la parole pendant que le jury délibère. Je remercie ensuite tous les membres de l'administration de l'Institut qui nous ont apporté leur aide précieuse tout au long de ce processus. Et je remercie particulièrement Philippe Berin, Christine Collet, Françoise Pasquier, Nathalie Bauer, Christiane Lynch et Neil Mills. Je remercie ensuite Constantin, qui fait office de photographe officiel ce soir, et Alexandra, qui s'est portée volontaire pour être notre mascotte, ainsi que tous les autres membres de l'Amicale et des autres associations étudiantes qui nous ont apporté leur soutien. Merci infiniment à vous tous. Comme vous pouvez le constater au premier rang de cet auditorium, 6 professeurs distingués de l'Institut et de l'Université de Genève nous ont fait l'honneur de constituer le jury. Il s'agit des professeurs Cédric Dupont, Éric Villers, Jean-Michel Servet, Corinne Amaché, Marc Ufti et Mahmoud Mohamedou. Chers professeurs, au nom de l'Amicale, je souhaite vous dire que nous sommes honorés par votre présence et que nous plaçons notre confiance tout entière en vous pour choisir les 3 gagnants. Sur ce, je n'en dirai pas plus et je passe la parole au professeur Éric Villers qui nous présentera les 7 finalistes. Merci. Merci beaucoup, cher Kevin. D'abord, je tiens à féliciter le groupe de l'Amicale des étudiants francophones de l'Institut de cette heureuse initiative. Je fais partie de ceux qui regrettent infiniment qu'on n'enseigne plus beaucoup la rhétorique dans le cursus des études de droit. Pas plus ici qu'ailleurs, et c'est bien dommage. Vous le savez, la sociologie du droit, depuis longtemps, a pris la place de la rhétorique dans nos facultés. C'est très dommage. Mais voilà, des occasions comme celle-ci comblent cette lacune et je suis très heureux d'avoir été associé à cet événement, même si c'est un redoutable honneur de présider un jury composé de 6 personnes. Ça nous rappelle la fameuse pièce d'Eschyle, les Euménides, où c'est finalement la voix de la déesse qui a tranché entre les citoyens de l'aéropage qui devaient juger Oreste du fameux maricide. Et à égalité de voix, c'est la déesse qui a tranché. Si nous trouvons à égalité de voix, nous n'aurons qu'à implorer le ciel qu'il décide. Nous verrons cela plus tard. Pour le moment, je vous présente les valeureux candidats que je félicite au passage de cette portée non volontaire pour ces joutes oratoires et aussi d'avoir passé les éliminatoires. Il s'agit de Amel Merabet, étudiante à l'école d'avocature de l'Université de Genève, qui... Oui, on peut l'applaudir. Les thèmes ont été tirés au sort. Elle est tombée sur le sujet suivant. La religion est-elle l'opium du peuple ? Je pense que ça vous rappelle quelques vieux souvenirs. Deuxième candidat, Brendan Lemarchand, étudiant au master en droit à l'Université de Genève, qui est tombé...
lui est tombé sur le sujet suivant: le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine de l'autre. Troisième candidat, Dino Vajzovic, étudiant de master à l'université. Son sujet, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Quatrième candidat, Michael Gertzner, étudiant de bachelor en droit, économie et management. Son sujet, l'art doit-il nécessairement être beau? Cinquième candidat, Peter Sob, étudiant de doctorat en médecine à l'Université de Genève. Son sujet, le terrorisme et le mensonge sont les armes du faible, pas du fort. Sixième candidat, Raphaël Chikli, étudiant du MIDS à l'HEID et à l'université. Son sujet, le politiquement correct est-il synonyme d'hypocrisie? Septième candidat, Silvio da Silva, étudiant à l'école d'avocature à l'Université de Genève. Son thème, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas le nombre d'années. Voilà, je pense que nous pouvons procéder de suite. Vous sachez que chaque candidat dispose de 10 minutes pour nous présenter son thème de la manière qu'il a choisi de le faire. Cher Président, chers membres du jury, Mesdames et Messieurs, le ciel ne met rien au prix de ta beauté, déclamait Agrippa d'Opinier. Permettez-moi d'adresser ces quelques mots à ma patrie, à laquelle j'offre ce discours tel une reconnaissance de dette. Le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, la haine de l'autre, écrivait Romain Gary. Au-delà des mots et des idées, je m'apprêtais à en faire l'expérience. Mon récit commence par le patriotisme. Chère patrie, voici ma confession, la confession de ton enfant du siècle. Hic et ubique terrarum, je suis ici et partout dans le monde. Comme se plaît à le rappeler ta plus célèbre université. J'éprouve de la fierté de te savoir si belle, si convoitée. Bien sûr, tu n'es pas exempt de défauts, ni de contradictions. Mais j'aime cet art que tu as de t'étaler sur le monde. Mais ce que j'aime par-dessus tout chez toi, chère patrie, c'est cette capacité d'être à la fois dans le monde et en dehors. Ta culture est une fête, j'en suis l'héritier. Fidèle à moi-même et à ma vision incandescente de la vie, je fis le serment d'ériger mon hédonisme en devoir, de célébrer l'amour des miens par la fête. À peine sorti de l'adolescence et le cœur gorgé de convoitise, j'exaltais déjà fanatiquement ton héritage. Je cherchais les plus grands hommes. J'étais Vercingétorix gardant la Gaule, j'étais Lafayette dans les plaines de Virginie. Encore mieux, j'étais Napoléon à Waterloo. Encore mieux, j'étais Jacques Chirac au Japon. Bien sûr, effectivement, qu'importe les victoires, seule l'histoire reconnaît les grands hommes, me direz-vous. Mais l'histoire ne reconnaît que les grands hommes. Mais pour la gloire de ma patrie, cher public, je me résolus alors à intégrer cette caste éternelle et à devenir l'œuvre, le successeur de cette œuvre immuable de tant de générations d'hommes et de femmes avant moi, qui avaient juré de faire de leur hédonisme, de leur amour, de leur excès, leur credo. Et alors, sans le savoir, dans la fureur de ma jeunesse, et de sa fougue, j'exhumais tragiquement le cadavre de leur naufrage. En ton honneur, je laissais mes passions me dévorer. Mon patriotisme serait forcené ou ne serait pas. J'étais de droite comme de gauche. J'étais machiste et féministe. J'étais tout et le rien à la fois. Je détruisais Carthage pour aussitôt la reconstruire. Courtisant la modération pour aussitôt les conduire. J'étais l'innocent, le coupable. J'invitais le monde pour aussitôt le congédier. Je faisais l'amour, je faisais le mort, comme le chantait Bachung. Ma vie comme autant de notes sur un pianoctel les accordait. J'étais téméraire, fougueux, inconscient. Je passais d'un extrême à un autre. Rien, non rien ne pouvait jamais me satisfaire. Je m'interdisais de m'interdire quoi que ce soit. Sous mes pavés, ma plage. Mon ivresse de la vie n'avait pour but que de célébrer ton nom.
Mais j'étais amoureux de l'amour. J'étais amoureux de l'amour et surtout de ma mémoire. D'ailleurs, je trinquais à ma mémoire de ma mémoire. Mon humeur, une tempête dans un verre d'eau, de vie. Même battu par les flots de mes excès intimes, je ne sombrais pas. J'exprimais des mots et des idées dans des vapeurs éthyliques, évanescentes, comme autant de tintements de verre, de rires de matelots, de rixes, de rires et de rires, de rites. Qu'importe le flacon, cette ivresse était trop belle. Le bleu, le blanc, le rouge, comme autant de couleurs échouées sur mon pavillon. Quand la fête battait son plein, jamais je ne me sentais aussi proche des miens. Un raz-de-marée plutôt qu'un clapotis. Mes libations, tes offrandes. Et alors, à l'aurore, je décrivais l'écume de mes jours au crépuscule de mes pensées coupables. Tel Sisyphe, je recommençais alors de plus belle. Mais ce n'était toujours pas suffisant. J'en voulais davantage. Du point, il était du trop, il n'en était point question. Jamais, jamais de trop. Je me perdais alors dans des paradis artificiels, conspirant sur des natures mortes, aux couleurs si vives. Épicure directement dans les veines. Mon âme étiolée s'envolait en volute par-delà mes songes. Je chantais, dansais, riais à gorge déployée avec toute une génération. Paris, ma capitale, était une fête. Même mon romantisme n'y échapperait pas. Il était patriotique, révolutionnaire et fiévreux. Je n'avais peur de rien, ni de personne. Je dévalais à toutes jambes les monts de Vénus afin de caresser des espoirs aux courbes vertigineuses. Je m'imposais des limites pour mieux les franchir, avec autant d'Hector à tuer que d'Hélène à libérer. Tantôt ravissant, tantôt ravisseur. J'allais prêcher d'ailleurs en missionnaire l'amour de ma patrie auprès des miens comme auprès de celle des autres, vivant d'un amour pour l'amour fougueux, violent, douloureux et fort. J'aimais les femmes autant que je les détestais. J'étais un Pygmalion façonnant sans relâche chaque jour une nouvelle égérie pour mieux l'adorer. Je les séduisais encore et encore pour mieux les oublier dans l'alcool, la littérature, les voyages. Je brûlais les ponts que je franchissais. J'étais téméraire, fougueux, inconscient. Je naviguais à la barre de mon bateau ivre, allant de port en port pour chanter ton amour, France. J'étais le symbole d'une culture qui étreint l'autre pour mieux l'embrasser. Je brûlais d'un amour pour les uns comme pour les autres, n'en déplaise à Romain Gary. J'invitais l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, les Caraïbes à ma table. J'avais été Garissa, Beyrouth, Bruxelles et tant d'autres. Je voulais une France encore plus grande, encore plus forte. Jamais, non jamais je n'aurais pu me douter que le mal qui te gangrénait était si sévère. Qu'importe, je brandissais mon excès à la face du monde. J'étais un produit de mon époque, de ma génération. Je servais sous tes drapeaux. Vous qui m'écoutez, curieux, auriez pu lire, gravé sur mon épitaphe et sur celui de mes 300 followers, en 140 caractères, Paris. Passant, va dire à Paris que nous sommes couchés ici, dociles à ses ordres. Sans le savoir, j'étais déjà un homme. Sans le savoir, déjà tombé pour sa patrie. Mais un jour, tout changea. Et jamais je n'aurais imaginé le ressac si violent. Un 21 avril 2002, jour d'élection présidentielle, m'apparut une haine viscérale de l'autre. On la prénommait nationalisme. Et quand je dis nationalisme, je ne pense pas, bien sûr, à ce nationalisme presque attendrissant, vêtu d'une marinière, qui prône un Made in France et qui, en 2 années passées au gouvernement, aura redressé tout, sauf la productivité du pays. Non, 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 non. Chère Assemblée, je parle de ce nationalisme, cette haine de l'autre, borgne et bornée, revenant d'une guerre lointaine en Algérie, se faisant jour, sous une lumière mauvaise. Aujourd'hui borgne, aujourd'hui parricide. Elle séparait subitement les bons citoyens des mauvais, comme le bon grain livré. Elle prétend dire tout haut ce que les miens pensent tout bas. Je n'y crois pas, non, je n'y crois pas. Chère patrie, mon amour pour toi est indomptable et pur. Pourtant, ce soir, je suis accusé, pointé du doigt. À force de m'être jeté dans ces tourbillons avec tant de grands hommes, ma soif de vivre s'était abreuvée d'un idéalisme naïf, trop naïf. Et sous le poids des années, je n'avais pas vu le regard des miens changer. J'étais alors saisi d'un profond vertige, le vertige du vide, le vertige de l'échec, le vertige d'une jeunesse trop vite sacrifiée. Je réalisais que le trop ne m'avait donné que le rien.
J'aurais dû anticiper l'inévitable trop. Trop plein, trop d'alcool, trop d'amour, trop de drogue, toujours la France. Et le trop est toujours suspect. À force de trop, j'avais été catalogué. Le trop ne m'avait que trop déçu. Trop hédoniste pour les uns, trop excessif pour les autres, trop réactionnaire, trop gauchiste, trop impatient, trop attentiste, trop tout, mais jamais assez français. Non, jamais assez français. Et le tribunal populaire me condamna, me prétextant de fausses allégeances envers des contrées lointaines. Subitement, je n'étais plus un bon citoyen. Pour être resté fidèle à mes convictions, on m'accusait de tous les outrages, de tous les crimes, de tous les maux. J'étais à décadence. L'âme en peine, là épuisée. Je vomissais mon amertume au petit matin et me résolus à écrire ces quelques mots. J'étais venu te dire que je m'en allais et que tes larmes n'y pourraient rien changer. J'étais Bonaparte après Waterloo, ma défaite me contraignant à un exil forcé. Si proche, mais pourtant si loin. Qu'importe, qu'importe, mieux vaut ton absence que ton indifférence, chantait Gainsbourg. Je ravalais alors ma déception d'avoir échoué, mon rêve à la portée de ma paume. Tous ces rêves, ces rires, ces rixes, pour rien. Gary avait tort, il n'y avait pas d'amour des uns, il n'y avait que la haine de l'autre. Mon ambition m'avait perdu, mes ailes brûlaient comme Icare. Je t'avais rêvé belle et fière, il te voulait triste et méfiante. France, tu m'avais élevé pour mieux me chasser, condamné à errer sur cette terre en orphelin. Alors que je m'étais façonné toutes ces chimères, ces espoirs mornés, j'ai porté ton amour comme un étendard pour le voir souiller. J'ai sacrifié ma jeunesse comme tant d'autres avant moi. Regarde où cette folie m'a mené. L'amour des uns ne m'avait valu que la haine de l'autre. Tu m'as consumé. Tu m'as consumé en enfantant de futiles et fulgurantes chimères. De futiles et fulgurantes chimères. De futiles et fulgurantes chimères que ces ambitions folles. De futiles et fulgurantes chimères que ces espoirs souillés par des esprits malades. Malheur à ces chimères sur lesquelles je ne porterai jamais le regard. Voilà ce que tu m'as fait. Regarde où j'en suis aujourd'hui, condamné. Charge à toi de les balayer. Merci. Dino Vajovic. Chers amis de la francophonie, je suis ébloui. Voir cette salle remplie, n'est-ce pas inouï qu'aujourd'hui, ici, en ce jeudi, vous ayez tous dit oui à ce risque énorme qu'est l'ennui. En effet, ne me dites pas que durant vos magnifiques vies, vous n'avez jamais ouï qu'il est des grandeurs, qui sont des clameurs, des gageurs, source des plus tonnants honneurs, et des petitesses humiliantes. Humiliantes au point que même ceux qui les regardent sont humiliés. Pour cette raison, et cette peur, face à laquelle vous ne montrez rien d'autre qu'abnégation, mon cœur apprécie vous voir en cette maison, que la paix soit sur vous. Votre courage me réjouit, et rien que pour cela, je vous remercie. Néanmoins, mes amis, si tant est que vous me permettiez de vous appeler ainsi, il est une révélation concernant laquelle il me faut attirer votre attention. Quelle est-elle? J'entends vos interrogations. Mais sois patient, mon public, car sache qu'il n'est de vérité qui sur son passage n'est tout bouleversé. Certains aiment à l'appeler pureté, clarté, limpidité, immuabilité. Elle n'est rien d'autre qu'une divinité, un cadeau offert à notre humanité. Alors, si tu souhaites pouvoir l'approcher, il faudra que tu acceptes d'être châtié, puis purifié, et pour finir, élevé. Tu souffriras, oui peut-être, mais n'oublie pas ce qu'a dit Baudelaire. Soyez béni, mon Dieu, qui avait donné la souffrance en divin remède à notre humanité, comme la plus pure et la meilleure des essences qui préparent l'effort aux saintes voluptés. Alors avant ce voyage initiatique auquel je veux t'inviter, apprécie encore quelques instants la léthargie qui berce ton esprit,
Donne-toi encore un peu de ce miraculeux répit. Regarde ta compagne, oui toi, celle qui l'accompagne. Enlace ton enfant, regarde ses jolies petites dents, offre-leur ta main et partage avec eux encore un peu de ce destin, car après cela, je ne répondrai plus de rien, de rien. Ne vous méprenez pas, je ne suis pas prophète, et ce à quoi je m'apprête tous, ici autant que vous êtes, pourriez, si vous le mettiez en tête, le faire, et cela de manière bien plus parfaite. Alors comprenez-moi bien, c'est de modestie et d'humilité dont je souhaite m'habiller. Et si vous me le permettez, je vous emmènerai en ces lieux pour lesquels nos nobles jurés m'ont mandaté. Mais avant cela, il va nous falloir parler un peu de notre passé. En effet, après m'être pieusement plié, prosterné devant les divinités que bientôt nous irons tenter d'approcher, il va nous falloir nous pencher sur ce qui constitue les raisons de notre damnation, en espérant bien sûr que cela nouisse vers le chemin de la rédemption. Oui, n'oublie pas que personne n'est monté sans au préalable s'être délesté d'un poids qui ne faisait rien d'autre que le rabaisser. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ne voyons-nous pas qu'à cause du matérialisme et son consumérisme, cet appétit gargantuesque dont nous nourrissions et nourrissons les générations, par là même, gentiment mais sûrement, nous perdions et perdons la notion de ce qui est bon. Attiser nos passions n'a eu d'effet que de noyer notre modération. À vouloir être des géants, nous n'avons semé que le néant. Le ciel est bas, l'avenir pèse lourd comme un couvercle, notre humanité est damnée, la famine ravage nos cités, les cadavres ne cessent de s'amonceler. La peur a bientôt fini de nous dévorer. Et cela, nous le devons à qui? À une science complètement fourvoyée, qui n'est détenue que dans les mains d'une petite minorité. Nous sommes damnés. Mais tout n'est pas terminé. Nous pouvons encore nous réveiller. Alors où est cette lumière éblouissante qui finira de nous sortir de nos torpeurs étouffantes? Vous ne la voyez pas. Regardez bien, elle est là. Elle émane de nos jurés. C'est en leur cœur, leur beauté. Leur beauté et leurs esprits éclairés qu'il va nous falloir plonger pour comprendre ce vers quoi nous devons retourner. Loin de vouloir vous soudoyer, ma charmante dame, ce n'est rien d'autre que vous encenser à quoi je souhaite m'adonner, car vous n'êtes rien d'autre que l'expression admirable de ce vers quoi il faut retourner au sein de notre société, à savoir des êtres justes, habités de bonté, mais surtout enveloppés de cette sévérité nécessaire pour que nous puissions nous surpasser. Alors, si vous me le permettez, ma ravissante jurée, adonnons-nous ensemble un peu de science. Pour commencer, permettez-moi, s'il vous plaît, par simplement vous admirer. À la suite de ce moment sacré, il se pourrait que je puisse cerner un peu de ce qui fait votre magnifique complexité. À la suite de quoi, je vous propose de philosopher, de refaire le monde, de lui enlever tout ce qu'il a d'immonde, pour qu'au cours de cette expérience durant laquelle je vous sonde, il y ait un peu de cette onde vertueuse qui nous féconde. Ne sentez-vous pas, une fois revigorés de cette énergie sacrée, nous pourrions rendre un peu à notre univers de ce moment qu'il nous a offert et en faire profiter nos pères, nos mères, nos sœurs et nos frères. N'est-ce pas cela la science? Admirer, philosopher et pour finir, restituer. Alors, il est aisé de croire qu'une fois en possession de ce pouvoir, plus rien ne nous est interdit. Mais je vous l'ai dit, et notre passé aussi est là, pour vous demander à ce que l'on se méfie, car encore un peu, et nous serons définitivement maudits. Alors en usant, je vous en conjure, faites preuve de mesure.
Ainsi, vous l'aurez compris. Nous devons nous méfier, mesdames et messieurs les jurés, cher public adoré. Je m'adresse à vous tous, nobles représentants de notre humanité. Usez bien de ces ailes qui vous ont été données, car il est très vite arrivé de se les voir confisquées pour un excès d'orgueil, qui par définition est toujours mal placé. Brendan l'a bien dit, Icare peut en témoigner. Les dieux lui ont offert la liberté, mais trop fou et impatient, il n'a pas su en user. Alors, si tu souhaites encore nourrir ton âme, il te faudra apprendre à manier cette lame. Son nom est conscience, sauveteur de la science lorsqu'elle sombre dans la décadence. D'autres aiment à l'appeler spiritualité. Soit, nommez-la comme vous voulez, mais surtout, refusez-vous à l'abandonner, car cela fait maintenant bien trop longtemps qu'elle a été reniée. Voilà, vous êtes prêts. Nous pouvons la ressusciter. Entendez cette vérité arriver. Écoutez, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Voilà le message pour lequel nos nobles jurés m'ont mandaté. En effet, c'est en la science, ou autrement dit la connaissance, et sa sœur conscience, où résident ces éléments qui permettront de juger de la qualité du dessein, dont nous glorifierons, ou alors détruirons notre destin. Sur ce, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, réveillons-nous et méfions-nous, mais surtout, aimons-nous, philosophons et rendons. Je vous remercie. Michael Garzner. Je vois que les micros ont résisté à l'éclat des précédents plaideurs. Chers membres du jury, chers collègues, honorable public. Ce soir, ce n'est pas l'éloge de la beauté que je suis venu chanter à vos douces oreilles. Non, ce serait bien trop facile de louer les Athéniens devant les Athéniens. Ce soir, c'est la beauté que j'accuse, c'est la beauté que je récuse, c'est la beauté que je blâme, elle qui envers la laideur s'est montrée si infâme. Oui, je me tiens ici face à vous pour rendre justice à la laideur. Cette laideur qui bien trop souvent a vu son honneur humilié, bafoué, conspué par le regard collectif. Cette laideur qui ne sert que de faire valoir au beau, à l'attractif. Quel triste rôle. Nous ne le souhaitons à personne ce soir. Je viens rapporter le destin peu enviable de ceux que la nature a défavorisés, de ceux que la fortune a oubliés, de ceux que mère a reniés. Les sans grâce, les malformés, les inachevés, ont-ils leur place dans l'art? Voilà la question qui me vient à l'esprit. Oui, dans la conscience collective, la laideur suscite le dégoût, la peur, mais aussi la dérision, au mieux la pitié. Oui, dans l'imaginaire populaire, la laideur a toujours suscité la méchanceté, la folie et le diabolique. Oui, aux yeux de tous, et que celui qui le nie me jette la première pierre, la laideur évoque la destruction, les ravages du temps, la déliquescence et la mort. Mais pourtant, souvenez-vous de Jérôme Bosch peignant ses pêcheurs dans les limbes. Ah,
puissions-nous nous promener sans aucun sacrifice dans ces jardins des délices. Vous n'êtes pas sans savoir que dans les contes tels que ceux des frères Grimm, la sorcière a toujours été dépeinte comme une femme vieille, hideuse, avec un sourire satanique, le dos courbé et un menton aux galoches, sans bien sûr oublier la fameuse verrue qui pointe au bout de son nez crochu. Et pourtant, cette horreur sacrée nous a toujours intrigués. Les œuvres de Goya, peintre par excellence de la laideur, en sont l'illustration. L'immonde est l'expression d'une vérité bien trop difficile à accepter. Nous sommes tous voués à devenir laids. Rien ne sert de faire l'autruche, car tous finiront baudruches. Le répugnant somnole en nous et n'attend que Kairos, le dieu du moment opportun, pour se manifester. Mais seulement voilà qu'arrive un certain Andersen avec son vilain petit canard, persécuté par ceux qu'il croyait ses semblables, parce que trop gros pour un caneton, parce que trop gris, tout simplement parce que trop différent. Jusqu'au jour où il décide de fuir les coups et les blessures, et dans sa fugue, rencontre fortuitement des signes. Il les admire. Il aimerait tant pouvoir se fondre parmi ces beaux êtres. C'est alors qu'il prend conscience qu'il est un signe et qu'il est beau auprès de ses semblables. Le vilain petit canard se transforme et devient maintenant un signe doté d'une beauté majestueuse. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qui a changé? Ne serait-ce pas tout simplement le regard des autres? Ces deux espèces de palmipèdes ont chacune leurs préceptes, ont chacune leur société, leur monde, leur vision. Pour être intégrés, il faut répondre à certains critères. C'est une forme de conformisme, de bien-pensance. Et Dieu sait que nous en savons quelque chose de la bien-pensance. Tout cela, c'est aussi l'histoire de l'albatros baudelairien qui, de son élégance dans les airs, vit une malaisance sur terre. Il y a déjà fort longtemps, au siècle de Périclès, le siècle le plus prolifique d'Athènes, que ce fameux prince du verbe, Protagoras, ne s'était point trompé quand il énonçait que l'homme est la mesure de toute chose. C'est donc que la beauté et la laideur ne sont pas dans la nature, mais dans l'œil de celui qui contemple ou dans le geste de celui qui crée. Elles sont relatives à l'homme, et même si l'on admet qu'elles se réfèrent à un idéal de beauté, comme chez les platoniciens, leur saisie sera essentiellement, voire toujours, subjective et culturelle. Cela nous amène à dire la beauté, c'est la laideur, comme la vie, c'est la mort, ou la guerre, c'est la paix. Voilà ce que nous dirait Héraclite, puisque toute l'histoire de l'art nous montre que le laid et le beau sont indissociablement liés et qu'il y a une beauté de la laideur, tout comme il y a une laideur de la beauté. Le kitsch, par exemple, tant apprécié à Noël, mais imaginez-vous un instant votre sapin décoré au mois d'août trônant au milieu de votre salon. Ou prenons encore l'exemple un peu plus noble de Socrate qui, dans le banquet, est décrit par Alcibiade comme un être physiquement repoussant, mais qui, à l'instar des Silènes de Dionysos, révèle un trésor une fois ouvert. Prenons aussi l'exemple de ceux que l'on nommait autrefois sophistes, et qui, avec la beauté de leur verbe, maquillaient, camouflaient, métamorphosaient souvent une horrible vérité.
Ce que l'on aime beau est jugé esthétique. Vous qui connaissez les étymologies, vous savez que esthétique nous vient du grec aesthésis, qui signifie entre autres science du sensible. Alors, vous, les lecteurs assidus de Platon, vous, les quelques lecteurs de Platon, enfin, y a-t-il encore des lecteurs de Platon? Peu importe. Vous savez que le sensible chez lui implique toutes les choses que l'on voit, qui sont mourantes, éphémères et temporelles, voire relatives. Le laid et le beau relèvent donc bien tous les deux de cette définition. À cela, j'ajouterai volontiers qu'ils sont consubstantiels. Ils sont inséparables et dans la mesure où, comme la fleur qui se fane, le beau est la norme, et comme il est éphémère, il finit dans une décrépitude et se transforme en laid par les assauts du temps. Ronsard nous avait prévenus. Cueillez dès aujourd'hui les roses de la vie. Notre cher Freud, oui, c'est l'heure pour nous de passer aux choses sérieuses. Notre cher père de la psychanalyse relève l'imbrication entre le laid et le beau. Selon lui, les organes sexuels ne seraient que très rarement considérés comme beaux. Mais bien sûr, Doc, nous sommes tous névrosés, nous sommes tous hystériques. Une poitrine généreuse, une belle paire de fesses, des jambes interminables, un creux des reins libertin. Tout cela, Doc, bien sûr, tout cela nous laisse tous de marbre. Mais enfin, ce n'est pas ce pourquoi je suis là ce soir, n'est-ce pas? Alors, revenons à nos penseurs. Aristote nous disait donc que ce qui est jugé laid à l'état naturel peut, grâce à l'exécution de sa représentation, procurer un certain plaisir. Songez à cette magnifique sculpture de Priape généreusement dotée par la nature. Bien plus tard, Victor Hugo, dans sa célèbre préface de Cromwell, relate que certains pédants étourdis prétendaient que le laid, le grotesque, n'avaient pas leur place dans l'art. Nous leur répondrons que la comédie est grotesque et qu'apparemment elle fait partie de l'art. Tartuffe n'est pas beau, pourtant quel admirable jet de l'art. Plus proche de nous encore, le fameux tableau d'Edvard Munch, où l'artiste norvégien a peint un homme moderne emporté par une crise existentielle. Le cri n'est pas beau, pourtant quel admirable jet de l'art. Et que dire de la charogne du poète maudit? Ne nous montre-t-elle pas que le laid peut engendrer le beau? Est-ce la démence qui fera dire à Nietzsche dans le crépuscule des idoles que c'est par la laideur que l'art est profond? Mais alors, quel est le rôle de l'artiste? Eh bien, je vais vous le dire. L'artiste fait feu de tout bois. Un magicien qui séduit par ses sortilèges, voilà ce qu'il est. Kant dira d'ailleurs que les beaux-arts montrent leur supériorité précisément en ceci qu'ils donnent une belle description de choses qui, dans la nature, seraient laides ou déplaisantes. Les furies, les maladies, les dévastations de la guerre peuvent, en tant que choses nuisibles, être décrites de très belle façon et peuvent même être représentées par des peintures. Ce n'est pas Guernica de Picasso qui nous contredira. C'est en ce sens, mesdames et messieurs, que l'art n'est pas la représentation d'une chose belle, mais la belle représentation d'une chose. Alors, laissons Rome prendre feu, s'embraser, brûler. Oui, laissons cet incendie effroyablement beau se propager, car ce qui nous importe, César, ce n'est pas la beauté de l'art, mais la flamme qui se consume dans cet auditoire ce soir.
Peter Somme. Mesdames et messieurs les juges, mesdames et messieurs les organisateurs, mesdames et messieurs les finalistes, chers publics, chers amis, la tâche que l'éminent comité d'organisation m'a assignée est, pour restituer leurs termes, de répondre à la problématique suivante. Le terrorisme et le mensonge sont les armes du faible, pas du fort. Ce soir, je ne revêtrai ni l'habit du procureur, ni la robe de l'avocat de cette citation. Point de réquisitoire, point de plaidoirie. Je serai fidèle à moi-même car je n'ai qu'une seule identité. Je suis médecin. Et étant médecin, c'est avec la plus honnête des objectivités que j'ausculterai cette citation, afin d'infirmer ou bien de confirmer la véracité de son diagnostic. C'est donc ma blouse blanche qui drapera mes épaules. En premier lieu, il convient de définir ce qu'est le terrorisme. L'entreprise est orgueilleuse et déjà, voici ma besogne ardue. En effet, il n'existe aucun consensus international clair sur cette définition. L'humilité m'enjoint donc à recourir à celle publiée par le département fédéral des affaires étrangères que je me suis autorisé à synthétiser. Il s'agit d'actes intentionnels contre des civils ou des biens civils à des fins d'intimidation ou de coercition. S'il n'existe de consensus international sur la question, il existe, je le préciserai, manifestement, un consensus universel féminin limpide sur la question. En effet, toutes les femmes du monde savent comment contraindre leurs compagnons, civils innocents, à agir dans le sens qui leur sied, en les menaçant de les priver de ces plaisirs éphémères qu'ils apprécient tant. Acte intentionnel, civil, innocent. Dessein de coercition, terrorisme. En l'occurrence, terrorisme féminin qualifié. Quant au mensonge, il s'agit, comme chacun sait, d'un propos volontairement contraire à la vérité. Prétendre à l'exhaustivité concernant cette thématique constituant une limite vers l'infini, je bornerai l'illustration de mes thèses à quelques exemples. Le terrorisme, dans bien des contrées et à bien des époques, a été l'arme des faibles, c'est-à-dire ceux sur lesquels le pouvoir s'exerçait de façon réelle ou fantasmée. Ceux que je nomme, avec la pire des antipathies, les représentants du national-terrorisme, osent toutes sortes de violences pour faire réagir le pouvoir en place pour une idée de la nation qui leur est propre. Les terroristes corses incarnent de façon édifiante ce type d'idéologie. Par volonté d'indépendance de la Corse vis-à-vis de la République française, ils commettent depuis le siècle dernier des attentats en ayant pour cible des bâtiments de l'État ou civils. Anders Breivik, le nationaliste norvégien, a perpétré des attentats en visant un bâtiment gouvernemental puis un camp de jeunes travaillistes pour une idée conservatrice et raciale de son pays. La résistance, durant la Seconde Guerre mondiale, a parfois été considérée comme terroriste. En parlant si tôt dans mon discours de cette période de l'histoire, je pense avoir atteint le point Godwin en un temps record. Mais, parenthèse fermée. Les résistants étaient considérés comme des terroristes par le régime de l'occupation. Le philosophe français Gérard Rabinovitch, ça ne s'invente pas, Gérard Rabinovitch, qui, comme son nom le suggère, était d'origine pakistanaise et de tradition bouddhiste. Non, plus sérieusement, le philosophe français Gérard Rabinovitch, qui était descendant d'une famille juive d'Europe de l'Est, auteur d'une monumentale œuvre philosophique, descendant fils direct d'un résistant et également d'un déporté, Gérard Rabinovitch, il discuterait âprement cette hyponymie résistance-terrorisme. Néanmoins, ces derniers étaient affublés de ce qualificatif. Luigi Lucchini, assassin d'Élisabeth de Wittelsbach, plus connu sous le sobriquet de Sissi, impératrice d'Autriche, a exploité cet attentat afin de populariser la cause anarchiste. J'utilise sciemment le vocable d'attentat,
car même s'il n'a visé qu'une seule personne, cet acte remplit les critères de la définition du terrorisme. Quant au mensonge, il est largement utilisé par les faibles, c'est-à-dire, dans notre contexte, ceux chez lesquels la hardiesse d'assumer leur comportement fait cruellement défaut. Le mensonge des hommes adultères à leurs compagnes, que la dissimulation rend faible. En effet, pour nombre d'entre eux, la dite dissimulation voile leur peutrerie. Si les femmes, comme mentionné plus avant, sont des terroristes, les hommes sont des couards. Le mensonge des enfants à leurs parents, qui n'osent confesser leurs mauvais résultats scolaires, le mensonge de l'évadé fiscal à son administration, que la cupidité rend faible en lui imposant de se soustraire à son devoir. S'il dédaigne remplir ses obligations, qu'il s'en aille, qu'il rejoigne des terres ensoleillées, tropicales, plus accueillantes. Le Panama, à tout hasard. Dans ces exemples et dans bien d'autres, le terrorisme et le mensonge sont les armes des faibles. Cependant, le mot terrorisme fut originellement usité pour désigner la politique du régime de la terreur durant la Révolution française. La diachronie est intéressante, car alors que de nos jours, les terroristes siègent plus volontiers sur le banc des opprimés, allèguent-ils eux-mêmes, ils dînaient alors à la table des oppresseurs. Si nous nous concentrons sur le sens historique de ce mot, l'une de ses formes les plus répandues de nos jours est le terrorisme intellectuel. Par exemple, le maccarthisme, qui désigne toute politique consistant à réduire l'expression d'idées politiques ou sociales jugées défavorables, a été créé dans les années 50 aux États-Unis par le sénateur républicain Joseph McCarthy et consistait à traquer les communistes. C'était le fort, le détenteur du pouvoir, l'État, qui terrorisait alors. Cependant, alors que c'était l'État qui terrorisait, on se rend compte que la définition du terrorisme dépend du point de vue de celui qui emploie ce mot. Il est par ailleurs, toujours dans le contexte du maccarthisme, il est par ailleurs amusant de relever que celui qui terrorisait était lui-même en proie à ce qui se nommait la peur rouge, à comprendre comme la crainte du communisme. La frayeur ne gîte pas toujours du côté qu'on croit. Si j'ouvre une seconde parenthèse, le pays est manifestement demeuré bien plus à droite que de nombreux États occidentaux, puisque la gauche américaine, les démocrates, est proche de nos partis de centre-droit, et qu'Obama, qui souhaitait implanter un système plus étendu d'assurance maladie, est outragé de l'anathème de socialiste. Il faut être conscient que pour un Américain moyen, Christoph Blocher représente un équivalent suisse, je dirais, du Che Guevara. Force est de constater que l'appréciation politique d'outre-Atlantique diffère quelque peu de la nôtre. L'attentat contre la pensée est un crime de lèse-âme, a écrit Flaubert dans ses correspondances. Je souscris sans hésitation à cette citation. S'agissant des mensonges, citons ceux des politiciens à leur peuple. Citons les mensonges de certains fiefs patrons à leurs employés, leur faisant miroiter monts et merveilles pour leur carrière, afin de les pousser à un travail zélé, pour ne finalement leur jeter que les plus rassis des miettes. C'est parce qu'ils sont forts, qu'ils jouissent du pouvoir, qu'ils s'autorisent ces mensonges effrontés. Le terrorisme et le mensonge sont les armes du faible, pas du fort. Il convient ainsi de nuancer cette affirmation péremptoire. Le terrorisme a été l'arme du faible, mais également celle du fort. Car, comme dit plus avant, cela dépend du sens que l'on attribue au mot terrorisme. Cela dépend des époques, des lieux et des contextes. Cela dépend du point de vue. Un terroriste pour certains est un héros pour d'autres, et vice-versa. Ces conclusions sont également valides pour le mensonge. À présent, mesdames et messieurs, il est temps de partager avec vous une confession.
J'ai fait un rêve. J'ai fait le rêve qu'un jour, le brouillard de l'effroi s'estompera pour céder à l'azur du dialogue. Oh oui, j'ai fait un rêve. J'ai fait le rêve qu'un jour, l'ombre du mensonge disparaîtra sous la lumière de la coruscante vérité. Hélas, laissons-la à l'utopie. Le docteur James Wilson, de la série Dr House, a posé la question suivante à son plus fidèle ami. Et je cite, « Tu sais ce que font les terroristes quand on refuse de négocier ? Ils terrorisent !» En outre, l'une des phrases favorites de Dr House est « Tout le monde ment ». Laissons là la fiction et tournons-nous vers la réalité. Voici ce que je préconise. Ne vous laissez pas effrayer, ne vous laissez pas duper. Soyez intrépides, munissez-vous d'un esprit délié, car la peur et la naïveté sont l'apanage du faible, pas du fort. Raphaël Chicli. Le politiquement correct est-il synonyme d'hypocrisie ? Alors, je me suis tout de suite dit que le sujet était fait pour moi. D'ailleurs, j'aimerais commencer par une petite anecdote qui va nous mettre dans le bain tout de suite. Au premier tour, mon discours ressemblait plus à un stand-up qu'à un joli discours. Et ce cher Bouna, ici présent, que je remercie pour sa bienveillance et pour l'organisation de ce concours, tout comme tous les autres de l'équipe, m'a recommandé d'être un peu plus précautionneux dans le choix de mon vocabulaire, voyez-vous, afin de ne pas heurter la sensibilité de cet honorable jury. Mes chers amis, mesdames et messieurs, je vais vous décevoir car je n'ai pas du tout suivi ce conseil. Oui, loin de moi l'idée d'être hypocrite ce soir devant vous. Hein. C'est la première édition, on est entre nous, alors autant se lâcher. Donc je vais vous dire tout ce qui me passe par la tête, et puis sans hypocrisie, dépasser les limites, je crois que je serai totalement dans le sujet. Par où commencer ? C'est qu'il y a un tel florilège d'immondices à la fois conformistes et anticonformistes dans l'actualité, je ne sais plus où mettre la tête. Bon, puisqu'il faut débuter par quelque chose, je commencerai par mon slogan préféré des 2 dernières années, le fameux « Je suis Charlie ». Alors là, il y en a dans la salle qui commencent à se dire « Oh là là, il joue avec le feu celui-là ». Rassurez-vous, je vais vous replonger dans l'ambiance, surtout pour ceux qui ne connaîtraient pas l'identité éditoriale de cette publication, un véritable monument de la presse française. En résumé, Charlie Hebdo, c'est le genre de journal à mettre en une caricature avec une mosquée, des centaines de croyants, la tête et les mains vers l'avant, les fesses vers le ciel, et à sous-titrer « Salle à fist ». Bon, autant vous dire que c'était loin de faire l'unanimité dans la population française avant les attentats, oui, pardon. Et puis voilà, soudainement, tout le monde s'est mis à supporter ce journal sans condition. Alors oui, la liberté d'expression, il faut défendre les familles, bien sûr, mais il a suffi d'un attentat pour que nous perdions tout esprit critique. Voyez-vous, cela me paraît tout à fait surprenant, surtout que ce fut un tel engouement que le lendemain, si vous n'aviez pas placardé « Je suis Charlie » partout sur votre profil Facebook, là, c'était limite si vous ne faisiez pas l'objet d'une enquête de la police judiciaire pour islamisme radical. Bon, autant vous dire que c'est défendre les politiquement incorrects. Je me reprends. Autant vous dire qu'ils défendent le politiquement correct pour les héros du politiquement incorrect. C'est même à se demander si Charb ne s'est pas retourné dans sa tombe à ce moment-là. Et à chaque attentat, c'est le même scénario, le même troupeau, voilà, qui veut mettre un drapeau français ou un drapeau belge sur sa photo de profil Facebook afin de se sentir peut-être un peu moins coupable d'être en vie.
Nos amis du plat pays, eux, ont fait preuve de beaucoup plus d'imagination et de créativité avec des slogans tonitruants tels que « Je suis moule frite »,« Je suis bière blonde ». Alors, mon malaise par rapport à tout ça, quand même, c'est qu'au lendemain des attentats en Tunisie, en Turquie, au Mali, au Liban, je n'ai pas pu voir sur Facebook d'aussi jolis slogans tels que « Je suis couscous »,« Je suis falafel »,« Je suis kebab » ou encore « Je suis mafé ». Mystère et boule de gomme. D'ailleurs, en parlant du nouveau slogan « Je suis migrant », il marcherait peut-être mieux s'ils ressemblaient plus tous à Kenji Girac, vous voyez, hein? Por favor, mira más, je t'en supplie, arrête de m'oublier. Enfin, ce conformisme généralisé, s'il me laisse perplexe sur l'honnêteté de tout un chacun, me demande la nausée que la nouvelle gangrène du politiquement correct, à savoir le politiquement incorrect. Et oui, lui-même, mes chers amis, nous sommes témoins d'un véritable changement de sexe conceptuel avec ces deux-là. Hein. Moi-même, je ne sais plus où mettre la tête. Qui est le plus hypocrite, le politiquement correct ou le politiquement incorrect? Aujourd'hui, la moindre remarque féministe, pro-LGBT, éco-friendly, voire même antiraciste, c'est pour vous dire, fait l'objet d'un tollé généralisé. Arrêtez de nous embêter là avec il faut manger bio, il faut plus se garer sur les places de parking handicapés, il faut arrêter de fumer. C'est la nouvelle rengaine de ceux qui veulent se la jouer cool devant la vague bobo hipster. De vrais Jean Moulin de l'anticonformisme, ceux-là. Alors malheureusement pour nous, ils sont passés un peu trop vite de la liberté d'expression à la liberté d'être con. Hein. La parole libérée, comme disent les médias. Alors je ne sais pas ce que l'ont fait Marine Le Pen et Sarkozy, mais ça y est, les racistes, ils se lâchent. Alors du jour au lendemain, on leur a dit « C'est bon les gars, allez-y, balancez tout, lâchez-vous ». Alors ils ressortent l'insigne nazi dessous le coussin, ainsi que la grosse Bertha, et ils tirent sur tout le monde. Eh les gars, c'est Mouloud et Mamadou, ils sont sur une moto, et à laquelle est la moto? À personne, ils l'ont volée. Ah, et puis les juifs, pourquoi ils ont tous un gros nez? C'est parce que l'air, c'est gratuit. Enfin bref... Là, il y a des gens qui se retiennent d'applaudir. Hein. Du coup, le comble, c'est que maintenant, sur ma recherche Google, je me retrouve avec de la publicité pour la nouvelle édition de Mein Kampf. C'est quand même un sacré comble et une sacrée ironie pour un juif de mon espèce, avec un gros nez en plus. Pour tout vous dire, aujourd'hui, le politiquement incorrect, c'est presque plus branché que de porter des Stan Smith. Tout le monde s'y met. Même l'Église, la semaine dernière, un évêque français nous annonçait que non, la pédophilie, voyez-vous, ça n'est pas un péché, loin de là. Bon, annonce qui s'est suivie d'un grand ouf de soulagement au Vatican. Mais bon, je n'apprends rien aux Suisses de la salle, j'espère qu'il y en a quelques-uns. Vous êtes des grands habitués des scandales politico-racistes, hein, entre l'interdiction des minarets, le limogeage du personnel musulman de l'aéroport de Genève, et puis il y a surtout cette fameuse publicité de l'UDC, où un mouton blanc se éjecte littéralement un mouton noir du territoire suisse, sous-titré « Les Noirs et les Arabes dehors ». Bon, excusez-moi, hein, je déconne, mais on n'était pas loin du tout. Mais les Suisses, quand même, vous êtes très loin du niveau de celui qui a fait un véritable art à part entière du politiquement incorrect. On ne le nomme plus Donald Trump. Alors, s'il vous plaît... Laissez-moi vous délecter des plus jolis couplets de celui qu'on surnomme l'homme qui ne portait pas de toupet. Alors, ah oui, voilà, alors tiens, celui-là, je l'aime bien. Si Hillary Clinton a été incapable de satisfaire son mari, comment pourrait-elle satisfaire l'Amérique? Bon, c'est pas mon préféré, hein. D'ailleurs, ça ressemble un peu à du gangsta rap. On devrait se le faire en mode Booba. Je ne sais pas si vous connaissez tous Booba. Alors, laissez-moi en trouver un autre. Ah oui. Non content d'avoir une femme de 20 ans sa cadette, qui d'ailleurs pose dans le plus simple appareil en une de DQ, il s'est exclamé dans un tweet « Que je m'en fous de que disent les médias, tant que ma femme a un joli petit cul !» Je suis vraiment désolé, Bouna, je te jure, c'est pas moi, c'est Donald Trump. Hein. Mais revenons à des choses sérieuses, s'il vous plaît, car la question est grave. Derrière ces bouffonneries se cache l'éternelle manipulation des masses. Le politiquement incorrect est la nouvelle arme électorale des populistes en tout genre.
Face à la peur de l'universalité, ils s'en prennent à l'altérité sous toutes ses formes. Homosexualité, race, religion, handicap. Les attaques répétées contre le politiquement correct séduisent un peuple désabusé, trompé par une classe politique impuissante. L'homme politique du futur est un showman, un humoriste, un prestidigitateur qui sait s'attirer l'amitié des foules. Aveuglés par les écrans, les petits gens n'ont pas vu camoufler derrière cette stratégie du diviser pour mieux régner le fameux Machiavel. Alors, si défendre une cause, mes amis, c'était hypocrite, je serais hypocrite jusqu'au tombeau. En effet, malgré les effets de mode, je crois qu'il vaut mieux se rallier derrière un slogan galvaudé que de perdre tout esprit de projet. Sous couvert de politiquement incorrect, ils nous moqueront, ils se riront de nous, ils nous jetteront l'opprobre. Mais qu'y a-t-il de plus hypocrite entre défendre ses idées haut et fort et sans cesse critiquer pour mieux les dissimuler? Alors oui, je ne voudrais pas ce soir jeter le bébé avec l'eau du bain, surtout en termes d'humour, et je crois que vous l'aurez compris. Toutefois, la vigilance s'impose, car fine est la ligne de démarcation entre le comique et le politique. Voilà, chères mesdames, chers messieurs, vous l'aurez compris, j'ai écrit ce texte moins dans l'objectif de gagner ce concours que dans l'intention ferme de vous dire ce que j'avais sur le cœur. N'est-ce pas tout ce qu'il nous reste au fond entre le politiquement correct et ses carcans et les fourberies du politiquement incorrect? Merci. Et le dernier, Silvio da Silva. Mesdames et messieurs les jurés, chers collègues, avant d'aborder le sujet, je dois prendre d'abord une précaution. Cela fait un peu plus d'une heure qu'on vous déverse à peu près tout. On vous a parlé de religion, de nationalisme, de science et d'art, et de terrorisme et de politique. Et me voilà, 7e, à essayer de venir vous amuser. Je dois dire, ça commence à être un peu long. Et pour moi, il y a alors de la perversité à me faire passer à ce stade. Les dés sont pipés. Autant alors profiter de l'occasion pour partager avec vous ce soir un secret. Je me souviens très bien, lorsque j'étais petit, j'avais la conviction d'être doté de pouvoirs magiques. J'imaginais qu'à un moment ou à un autre, ça se déclencherait et j'aurais le pouvoir de mouvoir les objets. Et alors, de temps en temps, assis à la table de la cuisine, je tendais ma main en direction du verre d'eau et j'attendais quelques instants. Bien sûr, rien ne s'est jamais passé, et pourtant, je l'ai continué pendant pas mal d'années. Et parmi mes amis, nous le croyons tous, et on essayait, on inventait des histoires où on sauvait la planète 2 ou 3 fois par jour. J'avais un ami immensément intelligent, un génie, et on le remarqua très tôt, et il brillait dans tout ce qu'il entreprenait. C'était là son pouvoir, inné. Nous l'adorions, et les professeurs prophétisaient que lui finirait bien par sauver le monde. Les années sont passées, nos chemins ont divergé. Et une dizaine d'années plus tard, nous nous sommes retrouvés par accident ou par destin. Il me conta alors qu'à 17 ans, il se maria, que peu après, il eut un enfant, et que seulement depuis peu, il était devenu pasteur. Non pas que j'ai quelque chose contre les pasteurs, non, mais je connaissais l'énormité de son génie, et puérilement peut-être, je le croyais gâché. Il y a alors une rancœur qui s'est installée dans mes viscères. Elle s'est greffée sur mes émotions et a détruit ma raison.
Et alors, au milieu de mon calvaire, j'ai eu une épiphanie. J'ai compris une vérité simple, mais qu'on l'oublie parfois. La vérité qu'il n'y a pas d'héros sans auditoire, que la valeur de l'admirer existe seulement dans les yeux de l'admirateur. Et pour moi, cela fut un choc. Enfin, j'ai compris tous ces fanatiques de boys band, et puis ces fanatiques de Johnny Hallyday et de Kim Kardashian, et ces groupies de, comment il s'appelle, de Justin Bieber. Et j'avais tout faux avant. Il ne faut pas regarder le phare qui éclaire, mais les yeux de ceux qui sont éclairés. On oublie cela, car il est plus facile de le déceler chez l'autre. L'œil ne se regarde pas voir, et mes idoles ne seront pas les vôtres. Mon ami, lui, il n'en était pour rien. J'avais créé une fable sans qu'il puisse en dire mot. Le masque tombe, l'homme reste, et le héros s'évanouit. Oui, je le voyais vainqueur, je le voyais sauveur, je le voyais accroître, construire, améliorer. Au fond, je pense que c'est cela qu'on exige de nos héros. Peu importe votre intelligence, peu importe leur virtuosité, tant que vous ne la trouverez pas au milieu de l'arène. Vous avez compris, nous sommes friands des réussites, nous sommes friands des faits de guerre et des batailles. Dis-moi ce que tu accomplis et je dirai ce que tu es. Et c'est en cela que je crois en cette phrase que l'on m'a accordée. Acte 2, scène 2 du Cid, le jeune Rodrigue provoque le comte en duel. Le comte, lui, vétéran de plusieurs batailles, le jeune, tout l'inverse. Le comte lui dit « Jeune présomptueux ». Et Rodrigue réplique « Je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. » Bon. Tout d'abord, vous me direz qu'à l'époque, l'espérance de vie n'est que de 30 ans, mais Rodrigue avait compris la différence clé. La valeur n'est pas une question de temps, mais une affaire de résultat. Oui, je vous l'accorde, il a la grosse tête. Oui, il est téméraire et ses chances de succès infimes, mais néanmoins existantes. Pensez à ces visionnaires morts trop tôt, qui ont laissé leurs fruits pour l'éternité. Pensez au contraire à ceux qui ont accompli un fait d'armes et après sont retombés dans l'oubli. Néanmoins, une gêne s'obstine à me perturber, car aux petits naïfs comme moi, il nous a été vendu qu'on pouvait changer le monde à coup de travail acharné. On nous a dit que tout était possible. On nous a vendu à notre génération, qui a été élevée sous le dogme que le travail rigoureux et honnête vous mène au mérite. Nous sommes la génération des profils Internet, nous sommes la génération des selfies, des duckface et de l'individualisme pour le meilleur et pour le pire. Nous sommes la génération à laquelle on a enseigné qu'il suffisait de faire et non pas d'accomplir. Qu'il suffisait d'essayer et non pas d'aboutir. Qu'il suffisait de tendre vers ses buts et non pas les surpasser. Et que si on n'arrivait pas, on aura fait de notre mieux. On nous a menti en disant qu'il y avait un chemin tracé, qu'on allait de l'école primaire au poste obligatoire, bachelor, master, peut-être doctorat, employé, cadre, dirigeant, directeur, CEO, président, retraité et légende posthume. Au fond, à force de nous passer des films à super-héros, on a fini par croire qu'on était l'un d'entre eux et qu'il suffisait alors de tendre la main et attendre un petit peu. Il y a de l'injustice au fond, car on ne nous a jamais dit que ce monde n'a pas été fait pour nous. Nous sommes qu'une espèce parmi 8,7 millions, et je sens que de temps en temps, on se donne un peu trop d'importance. Mais j'ai la conviction pourtant que c'est là la nature de l'homme, et que ceux qui sont passés avant nous dans l'histoire et qu'on a classifiés comme des virtuoses ou des génies, ce sont seulement ceux qui ont choisi de voir le monde sans artifice. Ils ont choisi de voir le monde tel qu'il est, sans route tracée. Le monde est chaos,
Le monde est imprévisible, le monde est opportunité. Il est ouvert, libre et s'offre à vous. Ainsi, l'homme est la somme de ses actes, de ce qu'il a fait et de ce qu'il peut faire, rien d'autre. Et la valeur de l'homme s'évalue à la somme de ses accomplissements. Être bien né n'existe pas. C'est un mensonge, une excuse. Et à vous alors, qui voulez changer le monde, vous qui voulez le rendre meilleur, à l'image de ceux qui passèrent par cette enceinte. N'imaginez pas que tout vous est dû. Ne vous méprenez pas en pensant que la route sera facile. Je vous exhorte de voir le monde tel qu'il est. Je vous exhorte à mener vos batailles et vous battre pour vos convictions. Et vous verrez, j'en suis certain, la valeur n'attendra pas le nombre des années. Merci. Je vous invite à applaudir de nouveau ces 7 finalistes, donc les prestations étaient de grande qualité. Et puis, j'invite maintenant le jury à se retirer de la salle pour délibérer. Et je donne la parole à M. Barbry de l'Organisation internationale de la francophonie. Oui. Bonsoir à tous. Alors je sais que ce n'est pas un discours très institutionnel que vous attendez. D'ailleurs, y a-t-il une tâche plus ingrate et plus difficile que la mienne, celle de passer et de prononcer un petit discours très institutionnel après les 7 performances auxquelles nous venons d'assister? La platitude et le conformisme de mes propos me font tout de suite faire pâle figure face aux envolées lyriques et philosophiques des 7 brillants étudiants qui sont passés précédemment. Je dois vous avouer que pour un amoureux des mots, d'intégrer l'univers bureaucratique qui est celui des organisations internationales, c'est accepter de faire son deuil de ses amours, ou de les pratiquer de façon secrète dans un 5 à 7 réjouissant, ou plutôt un 6 à 8 parce que je ne voudrais pas laisser croire que les fonctionnaires internationaux finissent leur journée de travail à 17 heures. Mais au milieu de cet océan de jargon technocratique, il reste heureusement quelques îlots de culture où les amoureux des mots se réfugient comme des Robinson Crusoe qui n'ont aucune envie d'être secourus. Et l'Organisation internationale de la francophonie, c'est l'un de ces îlots. C'est un lieu où on trouve encore des croyants et des pratiquants de la culture et de la langue. De la langue française, bien sûr, mais de toutes les langues. Car lorsque l'OIF défend la place de la langue française, elle défend toutes les langues, face à la domination despotique de quelques-unes. Elle défend la diversité des savoirs, des expressions et par là même des visions du monde. Car une langue, c'est tout un monde derrière. Le vocabulaire et la grammaire façonnent une pensée. Pourrait-on avoir un raisonnement cartésien sans la précision de la langue française? Les francophones aiment manier la dialectique et les concepts, et la langue française s'y prête bien volontiers. C'est pourquoi, chers étudiants, c'est un bien bel ouvrage que vous avez pratiqué ce soir, car en faisant vivre cette langue, vous faites vivre une pensée raffinée et complexe, une expression où ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Vous faites vivre en fait une vision du monde où la culture et la réflexion sont les 2 piliers sur lesquels repose notre humanité. Alors, en tant que représentant de l'OIF, je me félicite de cette initiative que nous soutenons et je lui souhaite de nombreuses autres éditions. Et en tant que, personnellement, gourmet des mots et des concepts, je me suis régalé ce soir. Merci. Bien, voici, j'ai le redoutable honneur de faire des heureux et des moins heureux, mais d'abord, je tiens à préciser tout de suite, vous l'aurez peut-être remarqué, nous avons délibéré fort longtemps,
C'était évidemment très difficile de trancher parmi des candidats qui ont tous des qualités différentes et des talents différents, mais le dénominateur commun, c'est qu'ils sont tous très talentueux, vous l'aurez remarqué. Il faudra les applaudir tous, car il est bien difficile de les départager. Mais dur Alex sed lex, il y a une loi à laquelle nous avons dû nous soumettre. Il fallait sélectionner 3 prix. Juste avant de donner leur nom et de mettre fin à cet insoutenable suspense, je dirais juste que tous les 7 ont su ont réussi à suivre le fameux précepte cicéronien de la rhétorique. Ils ont su nous instruire, ils ont su nous plaire et nous émouvoir. Et pour cela, nous les remercions les 7 sans la moindre différence de ce point de vue-là. Alors maintenant, je dois commencer par l'appel du 3e prix qui a été décerné dans la difficulté. Tous les prix ont été décernés dans la difficulté. Nous avons dû implorer les dieux qui ont rechigné longtemps avant de venir à notre secours et nous inspirer. Le 3e prix a été attribué à Amel Merabet. Il serait trop long, bien sûr, d'énumérer les qualités de nos lauréats. Je ne le ferai pas. Le fait que les prix leur sont décernés devrait suffire à souligner ces mérites. Le 2e prix est décerné à Michael Gertzner. Et maintenant, le premier prix a été attribué à Dino Vajzovic. Pour les 4 candidats méritants qui restent, nous leur décernons bien sûr un certificat de finaliste du concours d'éloquence 2016. Il s'agit, dans un désordre absolu, de Brandon Lemarchand. De Peter Sob. De Raphaël Chicli. Et de Silvio da Silva. Je propose de derniers applaudissements chaleureux à l'égard de tous nos concurrents.
Bravo à l'ensemble des finalistes et merci au jury. Je sais que c'était une tâche très difficile de choisir 3 gagnants. Bravo à tous. Je donne le mot de la fin à Bouna de l'Amicale qui a mis son plus beau nœud papillon aujourd'hui. Voilà. Merci à tous, merci de votre patience. Comme vous l'aurez constaté, et mon camarade Kevin s'en est généreusement fait l'écho, l'accoutrement que j'ai décidé de porter aujourd'hui ne fait pas l'unanimité et m'a valu un certain nombre de regards pas toujours bienveillants, voire des moqueries. À mes détracteurs du soir, je dirais que je n'avais pas vraiment le choix. En effet, l'étoffe bleue que j'arbore fièrement aujourd'hui, c'est le papillon de la discorde. Je le porte conformément au conseil que m'avait prodigué mon cher grand-père, donc mon grand-père qui s'appelait Bouna aussi, comme quoi les grands hommes se reconnaissent à leur prénom. Mon grand-père qui était maître de l'éloquence et qui aurait sans doute écrasé ce concours s'il était organisé en son temps, m'avait dit une fois, mets une cravate comme Kevin et tu seras respecté, mets un nœud papillon et tu seras adulé, et tu trouveras peut-être du travail à la fin de ton master. Tout comme Kevin, j'ai eu la chance de participer au jury d'étudiants qui a présélectionné les candidats. Et je dois vous avouer, comme vous l'avez constaté, que la concurrence était très rude et que pour une première, on a été très impressionnés du niveau des candidats. Et je pense que Molière serait d'accord avec moi pour dire que c'était vraiment du très très lourd, cousin. Donc, en guise de clôture de ce long discours, j'aimerais remercier les 7 finalistes à qui je vais demander de rejoindre le podium pour la photo finale, si vous rentrez tous, s'il y a de la place. Donc, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les 7 finalistes. Là, c'est une longue série qui commence, donc échauffez-vous. Je vais aussi vous demander d'applaudir bien évidemment les 7 jurés de ce soir, les professeurs qui ont généreusement accepté de départager les candidats. Nos remerciements vont également à la direction de l'Institut, en la personne de Philippe Burin, qui n'a malheureusement pas pu assister à cet événement ce soir, ainsi que l'ensemble de la direction, mais aussi aux membres de l'administration. Et je vais demander à Françoise, qui est très timide, de se lever pour que tout le monde puisse la reconnaître et l'applaudir comme il se doit. Allez, Françoise! Christine, qui est juste à côté et qui va se lever aussi. Les étudiants de l'AMEF, et ce n'était pas prévu dans le protocole, mais j'aimerais adresser un remerciement particulier aux jeunes garçons, sans qui cette compétition n'aurait pas pu avoir le succès qu'elle a eu aujourd'hui. Vous avez bien reconnu le dénommé Kevin Meister. L'Organisation internationale francophonie, qui est aujourd'hui représentée par M. Antoine Barbry. Oui. Vous inquiétez pas, j'ai bientôt fini. La délégation à la langue française, qui n'est malheureusement pas représentée aujourd'hui. Voilà. Je sens que les mains commencent à être fatigués là, c'était les derniers applaudissements. Et donc, l'AMEF, comme vous le savez, a été créée au cours de l'année académique 2014-2015 afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle au sein et au-delà de l'Institut et de servir de passerelle entre l'Institut des hautes études internationales et développement et le reste de la Genève culturelle et internationale. Et l'événement, ce concours d'éloquence que nous avons organisé et auquel vous avez généreusement
accepté de participer aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans la poursuite de cet objectif. Et nous espérons que dans les années à venir, les étudiants qui sont dans cette salle ou qui vont arriver au cours dans les années, qui vont s'échouer sur les bords glacés du lac Léman, pourront continuer cette aventure, cette belle aventure humaine. Alors, on s'attend à ce que je dise à l'année prochaine, mais il se trouve malheureusement que l'AMEF organise 2 autres conférences auxquelles on vous invite. Donc le 13 mai, on a une conférence débat pour laquelle on fait venir les professeurs Robert Philipson de Copenhague, Mehdi Bousseba du Royaume-Uni et Elder Schutter de Louvain. Donc c'est le plus grand événement de l'AMEF, vu qu'il est financé entièrement par l'IHEID. Donc on en profite pour faire de la pub. Hein. Et le 25 mai, José Ribaud viendra donner une conférence sur le plurilinguisme suisse, donc une conférence qui s'articule principalement autour de son ouvrage qu'il a publié en 2010, La Suisse plurilingue se déglingue. Et dans les remerciements, j'avais oublié vous, cher public. Donc vous pouvez vous applaudir, n'est-ce pas ? Donc en conclusion, j'espère que les étudiants qui reprendront la relève seront guidés par cette maxime, cette fois-ci authentique, de Paul Valéry, qui constitue le principe cardinal de l'AMEF. Mettons en commun ce que nous avons de meilleur et enrichissons-nous de nos mutuelles différences. Merci.